Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 22e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire vidéo dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels et pour décrypter et analyser cette actualité. Je suis en compagnie de notre directeur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de la semaine, un sujet emblématique de ce secteur, puisqu'on va parler de serveurs et du marché des serveurs qui, à force de regarder les résultats trimestriels, finalement, on passe peut-être un peu à écouter l'essentiel. Il y a quand même pas mal évolué avec des acteurs qui ont disparu quasiment de ce top 5, hein, et puis d'autres qui émergeront, mais je vous laisse... Effectivement, quand comme on le dit à chaque fois, les résultats trimestriels, ça change tous les trimestres et il y a des évolutions qui ne sont pas d'un trimestre à l'autre, qui ne sont pas très importantes, mais ce qui est intéressant, c'est de se reporter juste 5 ans en arrière, et c'est là où on voit que finalement les choses ont complètement changé. Alors le premier constat de ça, c'est donc les chiffres du Gartner. Le premier constat, c'est qu'en valeur, le marché est étal depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'on est à 12 milliards et demi de dollars sur un trimestre. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a en tête, c'est 50 milliards de dollars pour le marché des serveurs par an. Donc, sur 5 ans, ça n'a pas beaucoup changé. À 100 millions de dollars près, quasiment pas grand-chose. Donc c'est vraiment un marché étal. Donc ça, c'est la première chose. Sur le premier trimestre, Gartner constate une baisse de 4% à la fois en unité et en valeur. Bon, donc ça, c'est un premier constat. Si on revient au point précédent, donc le marché est étal en valeur, mais on sait que les serveurs d'aujourd'hui sont plus puissants que les serveurs d'il y a 5 ans. C'est difficile d'évaluer, mais on peut estimer peut-être 20% par an d'augmentation de puissance. Peut-être plus, j'en sais rien, je dis 20%, c'est un peu au doigt mouillé. Si on fait ça sur 5 ans, ça fait quand même, on peut faire le calcul assez rapidement, mais on doit être de l'ordre de 150% d'augmentation, peut-être plus. Donc ça veut dire que pour le même montant, on a quand même un serveur qui est beaucoup plus puissant. Donc il faut le rappeler, parce que c'est pas comme une voiture. La voiture, même si elle est plus sophistiquée, la différence n'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est le premier. Effectivement, le point important, c'est que les acteurs ont complètement changé. Il y a 5 ans, les deux leaders, c'était HP et IBM. Aujourd'hui, le leader, c'est HPE, et IBM a disparu de la circulation puisqu'ils ont vendu leur activité serveur à Lenovo. Et donc maintenant, en gros, ils vendent leur mainframe. Et puis, donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients nouveaux, mais ils doivent vendre à déjà des clients existants, et puis quelques nouveaux, et puis d'autres qui s'en vont. Et puis quelques systèmes Power. Mais donc, on est IBM qui était numéro 1 avec près de 30% du marché à un moment. Aujourd'hui est à 7%. Donc on voit que c'est quand même IBM. On a toujours en tête IBM fabricant d'ordinateurs. Constructeur informatique. C'est de moins en moins vrai, donc ça c'est très important. Après, on a deux fournisseurs qui ont disparu de la circulation. Donc il y a Oracle qui avait racheté Sun en 2009 de mémoire. Donc on s'étonnait d'ailleurs de ce rachat, parce que Oracle n'avait jamais été impliqué dans le hardware, et donc rachète Sun. Enfin, ça paraissait un peu surprenant, l'alliance de la carpe et du lapin. Et donc en fait, finalement, Oracle a utilisé Sun pour faire des appliances, donc des serveurs dédiés, et progressivement sorti du marché des serveurs x86 standards. Et puis le deuxième qui est également sorti, c'est Fujitsu. On peut le dire, c'est un rachat pour rien finalement. Bon, pas grand-chose en tout cas. Oui, enfin bon, comme ils ont les poches pleines, c'est pas très grave, mais effectivement, je ne sais pas si ça a été une bonne opération ou pas. Et puis ça évolue très vite. En 2009, peut-être que la réflexion n'est pas la même qu'aujourd'hui. 2017, et le deuxième retrait, c'est celui de Fujitsu. Et on se souvient que Fujitsu était un partenaire de Sun, puisqu'ils avaient des systèmes Spark. Et donc, est-ce qu'il y a un effet de cause, est-ce qu'il y a une relation de cause et effet entre les deux? Je ne sais pas, mais en tout cas, Fujitsu est sorti du top 5. C'est un peu l'effondrement de l'architecture Solaris en fait. Oui, Spark Solaris, exactement. Et puis, de l'autre côté, il y a donc Lenovo qui est arrivé,
donc Lenovo qui rachète l'activité serveur x86 d'IBM. Et bon, c'est pas encore un acteur de deuxième rang, mais est présent dans ce top 5. Et puis, on a Cisco. Donc voilà, Cisco, c'est quand même la grande nouveauté. Voilà, Cisco est arrivé en 2009 avec, ça a été le pionnier dans les systèmes convergés à l'époque. Donc c'était l'idée de rassembler sur une même plateforme plusieurs, à la fois le réseau et puis le calcul, et aussi un peu le stockage après avec les solutions hyperconvergées. C'est une voie d'ailleurs qui a été poursuivie par quasiment tout le monde. Et au départ, on se posait la question de savoir si l'essai allait être transformé pour Cisco, parce que finalement, arriver sur un nouveau marché, c'est pas... Puis un marché quand même relativement mature. Oui, très mature même. Et donc Cisco a fait son trou, puisqu'ils sont crédités de 7% du marché. Donc c'est pas le leader, mais enfin ils ont une place significative. Et le dernier point qu'il faut mentionner, c'est que finalement le grand gagnant, enfin le gagnant de tout ça, ou un des gagnants, parce qu'il y en a plusieurs, c'est Dell. Dell qui est devenu Dell EMC entre-temps, et qui est maintenant numéro 2 de HP, et qui est en train de... Il est pas très loin d'ailleurs d'HPE. Alors il y a encore un petit écart entre les deux, mais qui est en train de se rapprocher, sachant qu'on le répète régulièrement, mais il ne faut pas oublier qu'HP est devenu HPE pour ce qui concerne les serveurs, avec les difficultés dont on a déjà parlé. Donc en 5 ans, le paysage s'est complètement transformé sur un marché qui n'a pas tellement... qui n'a pas grossi. Donc, évidemment, on comprend que c'est un marché à somme nulle, enfin, c'est un jeu à somme nulle, donc il y a nécessairement des perdants et des gagnants. Et donc, il y a des nouvelles niches qui apparaissent, dont on va parler, en particulier tout ce qui est hyperconvergence, mais en tout cas, le marché des serveurs traditionnels, lui, et a priori, on ne voit pas très bien pourquoi ça évoluerait, puisque finalement, on en a déjà parlé, mais clairement, il y a les centres informatiques des entreprises qui n'évoluent plus tellement, et puis il y a toutes les solutions d'hébergement et de cloud qui, elles, sont en très grande croissance. Donc là encore, une fois, cet autre paysage est en train de se transformer complètement. Très bien. En tout cas, je note que, alors que tous les analystes nous disent que le hardware c'est fini, il y a encore des gens qui réussissent à trouver leur place. Cisco est là pour en témoigner, j'allais dire, tous les jours. Et alors le point aussi qui est intéressant, c'est que quand on prend le top 5 d'aujourd'hui et d'il y a 5 ans, comme le Gartner donne les chiffres en volume et en valeur, ça permet de faire un petit calcul. Sur les prix moyens. Et alors, si on compare, alors, comme les top 5 ne sont pas identiques, on ne peut pas faire les calculs pour tous les acteurs, mais en tout cas pour les deux premiers, on peut le faire, donc c'est Dell et HPE. On a un prix moyen pour HPE qui est de $7,000 et un prix moyen pour Dell qui est $5,000 et qui correspond un petit peu à l'idée qu'on avait que Dell c'était plus de l'entrée de gamme que HP. Et ce qui est aussi intéressant, le dernier point, c'est que si on prend la catégorie autre, donc c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans le top 5, ben on a beaucoup d'acteurs qui proposent des serveurs qui sont à des coûts inférieurs. Donc en gros, il y a vraiment un marché de valeur d'un côté avec des acteurs établis, et un marché de autres, c'est un marché de volume dont les prix sont inférieurs, ce qui est relativement logique. Très bien, je crois qu'on a fait pour le coup un tour assez complet sur ce marché des serveurs, mais on va rester sur le marché de l'infra, puisqu'on va parler d'un autre acteur historique du secteur qui est NetApp, et qui finalement passe enfin, j'allais dire, alors enfin, je ne sais pas, mais en tout cas passe le pas de l'hyperconvergence et se positionne sur ce marché avec sa propre offre. Si absolument. Donc, comme vous disiez, NetApp, c'est maintenant un acteur historique, puisqu'ils fêtent leurs 25 ans. Donc, on a toujours en tête que c'est encore une start-up, mais non, 25 ans, ça fait dans notre secteur, c'est très long. Et donc, NetApp, on le sait, c'est un spécialiste du stockage qui, en fonction des classements, a toujours été dans le top 5 et pas loin de EPC sur certains sous-segments. Et donc là, on l'attendait depuis longtemps sur ce marché de l'hyperconvergence, parce qu'on sait que finalement, ce qui drive un peu cette
idée d'hyperconvergence, c'est le stockage qui prend de plus d'importance, parce que la puissance de calcul, c'est important, mais on sait que c'est le volume des données qui explose, qu'il faut donc répartir avec de la puissance de calcul qui soit répartie près des données de stockage. Et donc, l'idée que les fournisseurs de stockage viennent sur ce marché paraissent relativement naturel. Donc, comme vous le disiez, NetApp arrive enfin sur ce marché avec une solution 2U, donc vous voyez, c'est truc standard de 2U, dans laquelle il y a la possibilité d'avoir 4 modules qui sont soit des modules de calcul, soit des modules de stockage, avec la possibilité de combiner tout ça, sachant qu'on prend un module de U et puis on peut empiler. Et c'est ça l'intérêt de cette solution-là, c'est qu'en gros, c'est quasiment du prêt à l'emploi. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de NetApp qui dit nos cibles, c'est les directeurs informatiques, mais il y a peut-être dans certaines entreprises, finalement, des non-informaticiens qui vont acheter notre système et qui vont tourner le bouton et ça marche. Bon, ça, on peut en parler. Le point qui est important aussi à signaler, c'est que la solution de virtualisation, parce que finalement, c'est quand même ça qui est important, qui joue le rôle, c'est évidemment VMware, hein, ça surprendra personne. Ils ont indiqué qu'a priori, il y aurait Hyper-V de Microsoft qui arriverait. Et puis éventuellement OpenStack dans un deuxième temps. Donc la solution qui est proposée sera disponible en septembre, et c'est une solution qui peut s'intégrer est compatible avec la solution ONTAP, donc c'est le logiciel de gestion de données de cluster qui est proposé par NetApp, donc qui est proposé sur un cluster. Et puis c'est également compatible avec ce qu'ils appellent leur cloud hybride, qui s'appelle Data Fabric. Donc en gros, c'est un équipement, une brique qu'on peut mettre quelque part, mais qui s'intègre dans un ensemble plus large. Donc à retenir finalement de tout ça, c'est que NetApp arrive enfin sur ce marché, dont on sait qu'il a été poussé. Alors, on l'a dit précédemment, Cisco a été le pionnier de la convergence. Après, dans l'hyperconvergence, c'est Nutanix qui est encore le leader, dont on parle assez régulièrement. Et puis le numéro 2, qui venait aussi de nulle part, c'était une start-up, SimpliVity, qui s'est fait racheter par HPE. Et sachant que les grands fournisseurs de serveurs proposent aussi des solutions hyper convergées. Et on l'a dit tout à l'heure, le marché des serveurs, c'est 50 milliards de dollars. Le marché de l'hyperconvergence, dans un système hyperconvergé, c'est à peu près 10%, avec une croissance qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est significatif, mais le gros du marché, c'est encore des serveurs x86. Traditionnels. Très bien. Alors là, on parlait d'hardware, on va parler toujours d'infrastructure, mais de services, avec une annonce quand même majeure, hein, c'est l'arrivée du cloud public d'Orange. Alors là encore, on peut dire peut-être enfin aussi, parce que pour un opérateur de la taille d'Orange, c'est peut-être on aurait peut-être un peu l'impression qu'il arrive après la bagarre. En tout cas, le cloud public est là. Alors, ils ont effectivement une solution de cloud public qu'ils appellent en bon français Flexible Engine. Donc c'est bien, mais comme Orange est un acteur international, et effectivement, c'est Orange Business Services qui va opérer ça, et en fait, c'est une solution qui a été développée en partenariat avec Huawei. On en avait déjà parlé un petit peu abordé, on était surpris. Sûreté, sécurité des données. Justement, ils ont traité ce problème-là. Donc c'est une solution qui ne surprendra personne, qui a été disponible en premier en Asie, qui arrive en France et qui sera ensuite proposé en Amérique du Nord et en Afrique. Donc, comme vous le disiez, Orange Business Services arrive sur le marché du cloud public, sachant qu'ils étaient déjà sur le cloud privé. Ils ont déjà. Vous avez déjà récupéré CloudWatt Alors, voilà, justement, CloudWatt, c'est précisément, on sait que c'est un des grands succès du cloud à la française. Mais vous vous souvenez, c'était une solution de cloud souverain. Et là, précisément, justement, le fait que Orange se soit associé avec Huawei, etc. Donc, tout de suite, la souveraineté, elle est quand même mise en question. Donc, il y aura bien deux solutions. L'une, Huawei, en partenariat avec Huawei, mais donc solution Orange, qui sera disponible pour tout le monde, toutes les entreprises qui n'ont pas de préoccupations majeures sur leurs données. Et puis, une solution de cloud
cloud souverain qui sera CloudWatt, donc qui a été repris par Orange il y a quelques mois. Et donc ce sont deux solutions qui sont bien distinctes, sachant que pour cette dernière, Orange espère bien avoir, alors c'est une espèce de labellisation de l'ANSSI pour certifier le fait que le cloud souverain répond à un certain nombre de critères, et donc ça, Orange a priori espère avoir cette labellisation prochainement. Donc solution de cloud public en partenariat avec Huawei, et puis deux solutions bien distinctes, une cloud public tout venant on va dire, et une cloud publique souverain avec CloudWatt. avec les Feu CloudWatt. Bon, je crois que c'est clair. Après, on aura sûrement l'occasion aussi d'en reparler quand ça sera en vitesse de croisière. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Sujet pour la semaine à venir, et même au-delà, hein, c'est vous souhaitez revenir sur un instrument finalement qu'on utilise sans trop faire attention maintenant, qu'est le clavier. Oui. Et puisque l'AFNOR prend l'initiative d'organiser une normalisation bien connue, a pris le temps et la peine de regarder de plus près ces fameux claviers AZERTY et propose une nouvelle normalisation des claviers. Alors, mais je vous laisse. Alors, effectivement, donc le clavier, malgré tout, c'est vrai qu'on n'y pense même plus, mais c'est quand même l'interface, la première qu'on utilise avec l'ordinateur. Alors certains tapent avec 3 doigts, d'autres 4, d'autres 10, ça dépend de la sophistication. Et donc on utilise un clavier AZERTY, on n'y fait même plus attention, sauf que finalement ce clavier il existe depuis extrêmement longtemps, et il faut quand même rappeler qu'il avait été conçu au départ pour faire en sorte qu'on ne puisse pas taper trop vite, parce que vous vous souvenez du temps des machines à écrire, il y avait les vieilles tiges là, qui pouvaient s'en mêler. Je ne sais pas si vous avez tapé avec une vieille Remington, mais ça arrivait assez facilement. Donc on a fait un clavier AZERTY qui faisait en sorte dont l'objectif c'était celui-là. Et puis évidemment les choses ont changé, mais on a toujours gardé le clavier AWRTY. Donc aux États-Unis c'est le QWERTY et dans d'autres pays c'est encore autre chose. Sauf que donc il y a eu cette évolution-là, et puis il y en a eu une autre aussi qui est que il y a eu l'apparition de caractères un peu particuliers comme l'arrobas. L'euro, exactement. Et pour ces caractères-là, à chaque fois il faut taper sur Shift, Alt, je sais pas quoi, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc l'AFNOR lance une RFC, donc appel aux commentaires, on va dire, qui sera ouverte jusqu'au 9 juillet sur l'évolution de clavier, et réfléchit et proposera vraisemblablement deux solutions, donc une solution AZERTY améliorée. Alors améliorée, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que le point sur un clavier normal, faut faire majuscule point, sinon on l'a pas directement. Pour l'arrobas, pareil, il faut faire alors pas sur l'Apple, hein, puisque je crois que vous êtes un fan d'Apple, mais sur l'Apple on l'a directement, mais sur un PC il faut faire bon. Et c'est vrai qu'on le fait de manière très mécanique, mais parfois on a oublié, enfin il y a presque comme si ça s'était coupé, on ne sait plus comment ça fonctionne. Donc c'est petite amélioration sur le clavier AZERTY, parce que on sait très bien que finalement les habitudes sont telles que le moindre petit changement perturbe énormément. Vous vous souvenez des claviers Microsoft qui étaient en deux parties, là, soi-disant ergonomiques et tout. Ça n'a pas tellement pris. Ça n'a pas pris du tout. Donc ça veut dire que malgré tout, on reste avec ça. Donc ça, c'est le premier standard. Et le deuxième standard, pour dire franchement, c'est un standard que je ne connaissais pas, qui s'appelle BEPO, donc, qui a été aussi réfléchi, je dirais, sans tout cet historique-là, avec, pour le français, avec l'utilisation, la fréquence d'utilisation des lettres, enfin tout un tas de choses. Et pourquoi il s'appelle BEPO? Parce que ça commence par BEPO. Voilà. L'idée, c'est de limiter les troubles microsquelétiques que les opérateurs de saisie. Voilà, donc il y a cet aspect ergonomique qui est important. Et donc vraisemblablement, quand elle aura recueilli tous les commentaires, l'AFNOR fera des recommandations pour pousser ces deux standards que les fabricants seront plus ou moins, pas obligés, mais enfin seront... En tout cas, dans le cas d'appel d'offres officiels, c'est ça l'intérêt de la manœuvre, si je puis dire. L'organisme pourra demander que les claviers répondent à la norme AFNOR XYZ.
est-ce que le clavier Bepo, AZERTY amélioré, c'est sûr que ça ne peut que passer, parce que finalement, c'est des changements mineurs qui changent un peu le quotidien, et on sait parfois un petit delta peut faire la différence. On le voit bien sur un smartphone, hein, parfois un petit changement d'ergonomie, ça change beaucoup de choses. Est-ce que le clavier Bepo va réussir à s'implanter? Oui, ça, on peut se poser la question, mais bon. Très bien. Écoutez, ça c'était pour encore une fois, ce fameux instrument de saisie qu'on a tendance à oublier, mais qui est au cœur essentiel du quotidien de l'ensemble des informaticiens en tout cas, et puis des utilisateurs de bureautique tout simplement. Et puis pour conclure, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, alors cette fois-ci c'est un coup de cœur, hein, puisque on parle d'un don au MIT. Et puis, on ne parle pas de pourboire, parce qu'on parle de plus de 100 millions de dollars. 140 millions de dollars. 140 millions de dollars. Donc, c'est quand même une somme assez considérable. Donc, le MIT, on ne présente pas. Hein, c'est une des plus prestigieuses universités américaines. 140 millions de dollars. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est un donateur qui a demandé expressément à ne pas rester anonyme, donc on ne dira pas qui c'est. On peut supposer que c'est un ancien élève du MIT, mais encore c'est pas sûr. Cela dit, 140 millions de dollars, si on faisait la liste des Américains du MIT dont le portefeuille est plus de 140 millions de dollars, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais la shortlist ne devrait pas être trop longue, mais enfin bon, peu importe. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il a donné cet argent-là sans donner de contraintes, de consignes d'utilisation. Il ne veut pas forcément une salle ou un bâtiment. Voilà, exactement. Et donc, il y a déjà des recherches qui ont été faites par des dons de ce type-là. Par exemple, les recherches sur l'antimatière ou sur la maladie d'Alzheimer. Et alors, maintenant, plus généralement, c'est un peu ce qui fait la différence entre les universités américaines et puis les universités des autres pays du monde, sauf quelques-unes comme, je sais pas, en Angleterre, Cambridge ou Oxford, qui sont toujours très bien placées. C'est la puissance financière de ces institutions. On sait que la première dans ce domaine, c'est Harvard, qui dispose d'un portefeuille de 40 milliards de dollars, et ça représente 40% de ses ressources annuelles. Donc c'est considérable. Et toutes ces universités, alors je ne fais pas pour le MIT, je pense qu'elle est certainement dans le top 10, mais Harvard, par exemple, c'est 80 prix Nobel. C'est pas la première d'ailleurs, je crois que j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, c'est Columbia avec près de 90 prix Nobel. Donc il n'y a pas beaucoup d'institutions qui seraient prêtes à rivaliser avec ça. J'habite à côté de l'ESPCI à Paris. Ils ont 6 prix Nobel. C'est déjà bien, ils ont leurs photos en grand sur le laboratoire. Mais bon, vu la taille de l'établissement, c'est un bon rapport. C'est un très bon rapport, effectivement, dont les deux Curie, Marie Curie et Pierre Curie. Le dernier étant Pierre-Gilles de Gênes, c'est ça? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le dernier, mais en tout cas, c'est un des... Il y a eu Charpak, et puis, mais alors, je ne sais plus dans l'ordre, je devrais le savoir, mais bon. Eh bien, Guy, merci. On conclura sur cette minute de culture scientifique en invitant nos lecteurs à éventuellement vérifier auprès de Wikipédia nos dires en matière de prix Nobel de l'ESPCI. En attendant, ce que je vous propose, c'est de retrouver nos invités de la semaine, puisqu'ils sont deux. Il s'agit en fait de l'équipe d'une start-up française, parisienne, Cityrama, qui aujourd'hui implante des systèmes en matière d'arrêt des objets, des systèmes de mesure de pollution, de température, et qui est en train de construire un pilote sur la ville de Courbevoie. Mais on va en reparler avec eux et on va échanger pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Chers internautes, bonjour. Dans le cadre de notre émission habituelle, l'invité de la semaine, cette semaine, nous recevons non pas un seul invité, mais deux invités, en l'occurrence Vincent Guigné et Nicolas Mouchon, qui sont respectivement présidents et directeur du développement de la start-up, appelons ça comme ça, Cityrama. Vincent, je ne suis pas sûr que nos lecteurs connaissent tous très très bien Cityrama, donc je vous propose peut-être en quelques minutes de nous dire un petit peu plus ce dont il est question. Alors nos lecteurs ont compris qu'on parle de Smart City et d'Internet des objets, mais dans le détail, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et peut-être d'où vous venez aussi. Alors, on va commencer par une petite régression. Effectivement, en 2010, on a lancé Mobile Tech People, qui est une société de services qui est experte dans le monde du digital, donc typiquement conception, développement de solutions d'applications mobiles, de web et d'IoT.
En 2015, on s'est rendu compte qu'on avait acquis suffisamment d'expérience et d'expertise pour se lancer sur un nouveau modèle en mode éditeur. Donc il y a eu 2 étages à la fusée. Le premier étage, c'est le service Nester, qu'on a lancé en 2016, qui est un service de gestion de la qualité de l'air, qui a été présenté lors du salon Mobility for Business qui s'est passé aux portes de Versailles en 2016, et pour lequel on a eu le plaisir d'obtenir le prix de la meilleure réalisation IoT professionnelle. Suite à cela, on a étendu le domaine qu'on essaye d'adresser avec notre solution et notre plateforme IoT. Et donc, on attaque directement le monde du Smart City. Et donc, on développe aujourd'hui, on est en phase de livraison d'une promesse qui est de fournir une plateforme qui va adresser, je dirais, une plateforme qui va permettre d'optimiser les ressources de la ville, et le tout à partir d'une solution à base d'objets connectés. Donc c'est un service clé en main, et je pense que c'est ça qui a plu lorsqu'on a parlé de ce salon pour Nester, mais c'est la même chose pour Citirama, c'est le fait de ne pas être complètement en silo, de faire juste des objets connectés ou une plateforme ou une infrastructure, c'est de proposer un service clé en main que nos clients et les utilisateurs vont pouvoir utiliser en mode pass, sans avoir d'achat, et donc juste un service de location d'un service global. Alors, l'intérêt des objets, la Smart City, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on avait publié un papier récemment de Cisco qui montrait qu'il y avait beaucoup de projets, mais finalement peu de réalisation. Alors vous, c'est un peu l'inverse, parce que Nicolas, je crois qu'on peut en parler. Il y a une réalisation en cours, un déploiement sur la belle ville de Courbevoie, parce que nous sommes situés à Courbevoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature du projet, qu'est-ce qu'on intègre Pour vous donner un petit peu de détails, aujourd'hui, nous sommes allés voir la mairie de Courbevoie il y a quelques mois afin de leur présenter notre projet Smart City. On a essayé de développer des thématiques fortes avec eux concernant le Smart City pour pouvoir réellement utiliser les données et les rendre utiles tant pour la commune que pour les citoyens, éventuellement les entreprises. Donc nous avons décidé de développer des thématiques qui sont liées autour de la qualité de l'air, pour la petite enfance. Donc on va développer des outils SIG, donc système d'information géographique, afin que la mairie puisse consulter les données de pollution sur un ensemble de points de la ville. Nous allons leur donner un référentiel pour chaque école, pour chaque complexe sportif ou parc et jardin si les enfants doivent sortir dans un parc et jardin. On a des thématiques aussi de salage de la voirie pendant les périodes d'hiver. Un salage, c'est très coûteux pour une collectivité locale. Donc nous, on essaye d'apporter, si vous voulez, un meilleur monitoring du salage pendant les périodes d'hiver. Donc, est-ce qu'il faut saler déjà? Ou est-ce qu'il ne faut pas saler? Ou, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il faut maintenir le mix de salage, donc on appelle ça la saumure, quand on est dans le jargon professionnel, et donc de temps en temps, il faut maintenir la saumure, et donc nos capteurs sont capables de donner des indications à la mairie concernant ce mix de saumure. On aurait d'autres exemples qu'on va déployer sur courant de 2018 avec la mairie de Courbevoie, c'est les parcs et jardins. C'est une grosse problématique aujourd'hui pour les villes. On va dire que les villes savent faire du quantitatif en arrosage, mais aujourd'hui, ils ne savent pas faire du qualitatif. Par rapport à la typologie d'arbustes, de massifs, ils appellent ça comme ça. Donc vous avez de la pelouse, vous avez des massifs de fleurs, d'arbustes, ils ne sont pas arrosés de la même manière. L'évaporation ne se fait pas de la même manière non plus en fonction du type de terre, le type d'enracinement, etc. Et nous, on apporte en fait, si vous voulez, pour l'instant, sur un pilote spécifique à un parc et jardin à Courbevoie, on va revoir tout l'arrosage automatique en fonction de types de capteurs qui sont installés dans les types de massifs. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer d'apporter des économies d'eau et une meilleure gestion de l'eau globalement, puisqu'une commune achète le même prix que n'importe qui, le mètre cube d'eau. La seule différence, c'est que pour un parc et jardin, elle n'a pas la taxe d'assainissement. Mais si on parle de voirie, par exemple, pour nettoyer la voirie, là, oui, elle doit payer la taxe d'assainissement. Donc on parle de sommes assez conséquentes. Très bien. Alors ça, c'est sur les usages, la fonctionnalité du projet. Sur les technos mises en œuvre, parce qu'on a un lectorat de DSI et de gens qui travaillent dans des équipes informatiques, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre plateforme et des capteurs que vous intégrez? Parce que je précise, vous ne produisez pas vos propres capteurs, bien sûr. On intègre des capteurs d'autres sociétés, effectivement. Alors, premièrement, lorsqu'on a lancé le projet Nester il y a 2 ans, donc notre système de qualité de l'air, on était parti plutôt sur une infrastructure cloud. On ne veut pas citer les grands du marché, mais on était plutôt parti pour designer une architecture vers une solution, une infrastructure cloud. On s'est rapidement rendu compte que l'IoT, c'est très très gourmand en termes de consommation, on ne va pas dire bande passante parce que les données sont toutes petites,
petite, mais en termes de calcul, donc on a des calculs très rapides à faire, puisqu'on reçoit des données brutes, il faut redonner derrière une donnée nette, calculée. En logique de temps réel, on rappelle. On est dans une logique de temps réel, évidemment, donc on était obligé de prendre aujourd'hui des choix de base de données de type Cassandra, MongoDB, on pourrait parler de Kafka Streaming pour remettre des relations. On parle bien de bases de données NoSQL très rapides, qui sont capables de faire vraiment des calculs bruts de force très rapidement pour pouvoir donner une donnée tout de suite. Et puis nous, à chaque fois, toutes les minutes, ça recommence. Donc on collecte aujourd'hui 185 types de données toutes les minutes. Donc ce sont bien des données brutes qu'il faut recalculer, des indices de pollution, des moyennes de température, la prévision à plus 3 heures, plus 12 heures. Pour l'instant, on n'essaye pas d'aller sur un modèle prédictif à plus de 12 heures parce qu'on ne pense pas qu'on sera forcément ultra pertinent. Mais on pouvant proposer évidemment plus 3 heures, plus 12 heures, c'est déjà un modèle pertinent pour une communauté. Pour une collectivité locale. L'intérêt aussi, si vous voulez, c'est qu'on est capable aujourd'hui avec notre plateforme d'intégrer quasiment n'importe quel type de capteur. Donc on a différents types de fournisseurs et aujourd'hui on a un routeur spécialisé qu'on a développé, on développe des picoprogrammes dessus et on est capable de collecter toutes les données sur l'ensemble des capteurs. Ça peut être des capteurs en LoRaWAN, radio, puisqu'on a un réseau LoRaWAN radio sur la ville de Courbevoie dédié aux usages des objets de la ville. Donc agglomérer de nouveaux objets, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour la commune de Courbevoie. Ce n'est pas forcément nos objets non plus, ça peut être les objets tiers, qu'on le dise. Ça nous permet aussi d'agglomérer notre portfolio d'objets, donc ça va du capteur de sol, ça va jusqu'à la caméra intelligente, la station de météo automatisée, qui permet aussi par exemple de collecter toutes les données de rayonnement solaire, donc de savoir la productivité des panneaux solaires sur une zone bien concernée. On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois que le format en fait de l'interview ne serait pas suffisant. Rien que des capteurs, on pourrait en parler pendant 2 heures. Si vous voulez, pour conclure, c'est vrai qu'il y a des projets Smart City. Moi, je pense qu'ils n'ont pas été ultra matures jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas su forcément exploiter les données au mieux et s'interroger sur quel type de données il fallait collecter pour pouvoir développer des outils métiers. Donc je pense que le plus important, au-delà de collecter la donnée, c'est de mettre à disposition des outils métiers pour les collectivités locales d'un côté, ou pour l'habitant, parce qu'on est multi-format, on est multi-screen. On est capable, si vous voulez, d'aller mettre sur le site web, l'application mobile, les réseaux sociaux de la ville, s'il y a des alertes pollution, des alertes météo, et au mieux de pouvoir distribuer l'information. On peut se connecter aussi sur les écrans connectés de la ville, faire ça redistribuer ou du moins mettre à disposition des citoyens des informations intéressantes. Le site web de la ville, j'imagine. Voilà, donc l'application iPhone de la ville, c'est ça ? Ça, c'est également le fruit de tout ce qu'on a appris pendant 7 ans, c'est être capable de rediriger vers n'importe qui sur n'importe quel format, toutes multiformat, web, mobile, écran connecté, avec des notifications intelligentes en temps réel. Ça, c'est toute l'expérience accumulée des 7 ans passés. Alors, l'autre point, par exemple, c'est les écrans de la ville à cristaux liquides. Là, on a une demande de la mairie de Courbevoie pour pouvoir intégrer les données, si vous voulez, de pollution via un indice. Alors, on va pas mettre des pictos, là, parce que les cristaux liquides, c'est pas fait pour, mais on reprend la classification actuelle de 1 à 7 et on est capable de distribuer. Pour qu'on puisse bien comprendre, les écrans cristaux liquides, c'est les fameux panneaux d'affichage. Les panneaux de ville, oui, un cristaux liquide. Qu'on voit, tout à fait, qui sont gérés parfois par Deco ou ce genre de voilà, c'est ça. Donc, on est capable. Notre plateforme, c'est des web services, donc après, on les formate en fonction du besoin de lecture. Très bien. Je pense aussi, ce qui a pu plaire également, c'est justement le fait qu'on intègre la solution dans les SIG de la ville, donc il n'est pas à se préoccuper de problématiques d'applications tierces, on va vraiment dans leur système. Et je pense que d'un point de vue ultime, dans l'avenir, l'idée c'est un petit peu d'essayer d'aider les villes à faire du BPM, du Business Process Management, pour pouvoir justement décider ce qu'elles font de leurs ressources humaines, à savoir elles peuvent les redéployer sur autre chose, et optimiser tout le cycle de gestion d'une information et du traitement et de l'action qu'il va y avoir derrière cette action. Typiquement, par exemple, pour le salage, tout de suite pouvoir alerter le hangar ou le service en question doit justement lancer les machines de salage. Très bien. Écoutez, je crois que c'était assez clair. Nos lecteurs, s'ils ont des questions, ils n'hésiteront pas à nous les poser en commentaire. Et puis, prochaine étape, je crois, c'est une remise de prix bientôt, mais on ne peut pas encore en dire... on en discutera tous les deux, c'est ça. On ne peut pas en dire beaucoup plus. De grands espoirs. Et puis peut-être, je prends rendez-vous avec nos lecteurs, inviter le DSI de la ville de Courbevoie quand le déploiement sera fini, pour refaire peut-être un premier retour d'expérience. Voilà, merci. Bien, messieurs, merci beaucoup. Et puis, chers internautes, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Invité de la semaine. Merci, à très bientôt. Merci. Merci.